Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Re-Remarques, votre podcast fantasy, romantasy et littérature de l'imaginaire, présenté par Kélène et Iris. Vas-y Popo, fais-nous un miaou. Pour ce premier épisode de 2025, nous chroniquerons Un thé avant la tempête de Hafsa Faizal, sorti chez De Saxus, que nous avons lu toutes les deux, en français pour moi, et en anglais pour Kélène. Je chroniquerai aussi Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet, et Kélène inaugurera sa nouvelle chronique. Exactement. L'an dernier, j'ai lu énormément de novellas. C'est vraiment une forme que j'adore et que je trouve particulièrement bien adaptée à mon mode de vie et de lecture. Il s'agit de romans courts entre la nouvelle et le roman, qui n'excluent d'ailleurs pas le format sériel. C'est un genre qui prend de plus en plus d'ampleur et qui devient de plus en plus populaire auprès des maisons d'édition françaises. Cette année, j'ai donc décidé de faire une rubrique récurrente, a priori tous les mois, où on va parler de novellas. Et pour bien ouvrir cette rubrique, j'ai décidé de parler de Sweet Harmony par Claire North dans la collection Une heure lumière du Bélial. Avant de parler de Sweet Harmony, nous allons commencer par chroniquer notre lecture commune, Un thé avant la tempête. Dans Un thé avant la tempête, ou Tempest of Tea en VO, nous y découvrons Artie Casimir, la gérante d'un salon de thé un peu particulier, le Spindrift. Le roman se déroule dans un Londres parallèle, dans une ambiance victorienne. Le Spindrift n'est pas un simple salon de thé. Le soir venu, les vampires y affluent pour s'abreuver de sang ou siroter de l'eau de coco. Archie signe un accord officieux avec un militaire renégat, Lace, afin de sauver le Spindrift de la saisie, mais aussi accomplir sa vengeance. Accompagnée de son second Jean et Flick, une jeune faussaire, elle doit infiltrer et organiser un casse au sein d'une société de vampires. Pour le grand public, Artie Casimir vendait du thé. Pour ceux qui y prêtaient suffisamment attention, elle commercialisait aussi du sang. Artie Casimir vendait des secrets. Artie est une criminelle avant d'être une commerçante. C'est une femme de poigne et intelligente qui lutte contre le racisme et le colonialisme. J'ai vraiment aimé Artie avec son esprit calculateur et déterminé. Elle est une femme qui trace son chemin par elle-même et elle n'attend pas que son entourage agisse pour elle. C'est une véritable actrice de son destin. Toute sa vie, elle avait dansé au ralenti dans une pièce au milieu des flammes. Le brasier l'avait enfin rattrapée. J'étais très emballée par le pitch du livre mêlant vampire, Londres victorien et discours engagé. La découverte de l'univers était plaisante, mais pas suffisamment approfondie pour moi. Je me suis vite retrouvée face à un problème de rythme, notamment par rapport à la préparation du casse. Il manquait pour moi du développement concernant l'intrigue, mais aussi du lien entre les flashbacks et la narration principale. Artie Casimir était une chef d'orchestre dirigeant la salle, une reine sur son trône, un bourreau à côté de sa potence. Les relations entre les personnages sont presque enfantines. L'attitude de Artie vis-à-vis de Lace m'a fait lever plus d'une fois les yeux au ciel. Leur romance tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, et elle ne m'a pas du tout convaincue. De même que le cliffhanger, j'ai trouvé ça même maladroit. J'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes idées, mais la réalisation n'y était pas vraiment. Mon avis est donc plutôt mitigé. Toutefois, j'attends la suite, afin de mieux comprendre l'univers et ses problématiques. Et puis, j'ai tout de même hâte de voir ce qu'il va arriver à Artie. Je vais majoritairement rejoindre l'avis d'Iris, le pitch du livre, mais surtout ce que je devinais de l'univers avec son inspiration Londres victorien m'emballait complètement. Je suis toujours bon public pour les films de casse, du coup j'étais là aussi bien emballée. J'avais lu rapidement quelques morceaux de chroniques mentionnant le propos anticolonialiste du roman, encore un bon point, et j'étais très curieuse de l'intégration des vampires à ce qui me semblait un programme déjà alléchant. Je pense qu'il est intéressant de noter que j'étais persuadée que le titre était classé en young adult. L'information, maintenant que je l'ai cherchée, me semble pas si évidente en VO, et en français il est classé en adulte.
Mais à ma lecture, je l'ai lu comme un roman young adulte, tout en me disant qu'on était régulièrement à la limite avec l'adulte. De mon côté, je l'ai lu en tant que young adulte, complètement. Je n'ai pas réussi à avoir de l'adulte, notamment dans la manière dont est abordée la romance. Je ne parle pas de smut ici, mais de la manière dont sont abordés les sentiments des personnages. Fin de ma petite parenthèse, je te laisse reprendre Kellen. Je l'ai trouvé du coup plein de bonnes idées, des choses inventives et ou intéressantes dans le world building, un parfum un peu steampunk, un univers vraiment intéressant et des personnages qui sont attachants. Je suis par contre d'accord, la romance m'a semblé un peu nullos, mais de toute façon je suis généralement saoulée par la romance, donc je suis pas vraiment un bon indicateur. J'ai aussi trouvé qu'il y avait des problèmes de rythme avec un vrai coup de mou au milieu du roman, ce qui est quand même vraiment dommage pour un roman aussi court, et surtout pour un premier tome. De grosses facilités scénaristiques et des ellipses un petit peu faciles m'ont fait lever les yeux au ciel régulièrement, sans parler du plot twist que j'ai vu arriver de très loin. Mais bon, justement, comme je le disais, j'ai lu en tant que young adulte, et si on est sur du young adulte, je suis juste peut-être un peu trop âgée et expérimentée pour pouvoir râler. Je ne suis pas le public cible, rappelons-le, et du coup, ça n'entache pas mon plaisir de lecture. Le côté lutte des classes et anticolonialisme est sympa, pourrait être un petit peu mieux exploité peut-être, parfois peut-être un peu abordé de front, sans trop de finesse. D'un côté, là aussi, ce n'est pas ce qu'on demande à un roman young adulte, au contraire, on a besoin que le message soit évident et lisible, ce qui est le cas. Globalement, j'ai quand même passé un bon moment, parce que c'est ce que je cherchais à ce moment-là. Un bouquin pas compliqué, un moment de lecture sympa, mais j'ai été un peu frustrée du rythme et de la longueur du roman. Vraiment, pour un premier roman, c'est trop court. Je pense que pour une duologie, il aurait été possible de tout faire rentrer en un seul volume ou de les faire sortir de manière plus rapprochée. Malheureusement, la lecture me semblera très très lointaine pour une sortie du tome 2 annoncée à l'automne 2025 en VO. La fin du roman donnait vraiment envie de se jeter sur la suite, mais je n'ai peut-être pas été assez marquée par ma lecture, parce que d'ici là, je pense que j'aurai plus assez de souvenirs pour me précipiter. Je lis très peu d'auteurs et d'autrices auto-édités, par contre Iris, ça t'arrive de temps en temps. Et s'il y a, à mon sens, à boire et à manger, ça fait quand même plusieurs fois que tu trouves des pépites. On avait déjà évoqué Elsie Blake dans l'épisode de Noël avec sa série La Reine sans couronne, et cette fois du coup tu vas nous parler de Lucille Chaponnet et de son one-shot de fantasy avec des dragons, Le Roi Dragon. Je me suis laissée tenter par Le Roi Dragon après avoir vu une chronique sur BookTok. Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet est une romantasy sortie en octobre 2024. Cassiopée est la princesse d'Argentia, un royaume menacé par le royaume d'Oxidia qui souhaite s'emparer de ses richesses. À la recherche de nouveaux alliés afin de protéger son peuple, Cassiopée s'engage dans un tournoi chevaleresque pour obtenir la main du roi des terres draconiques, Nox. Je vous le donne dans le mille, on surnomme cet homme le... Roi Dragon. Merci Kellen. Magnifique. Les terres draconiques, jusque-là retirées du conflit, peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Obtenir la main de Nox permettrait de s'assurer du soutien d'une puissante armée et d'intimider tout un royaume. Ce n'est pas juste une question de mariage, mais un véritable enjeu géopolitique. Du coup, tu l'as introduit en tant que romantasy, est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu les tropes et la place de la romance versus la fantasy dans ce roman ? Ici, la romance passe finalement plutôt au second plan. Le roi dragon n'est pas un enemies to lover, contrairement à ce que l'on pourrait penser avec son pitch de base. Il y a une alchimie assez forte dès le début entre les deux personnages, et le développement de la romance est très très poupinou. Nox respecte profondément Cassiopée et va chercher à l'aider durant le tournoi. Cassiopée fait preuve de beaucoup d'humanité, notamment face à ses adversaires, et ne souhaite pas gagner quel qu'en soit le prix. Si elle peut éviter la mort inutile d'un adversaire, elle le fait, quitte à se mettre dans des positions plutôt délicates. Elle comprend rapidement que son royaume n'est pas le seul à souffrir du joug d'Oxidia. Elle crée donc une alliance avec deux personnages secondaires qui poursuivent le même but qu'elle, sauver leur royaume. Ça me semble être un bon équilibre pour une romantasy, du coup j'imagine que ça t'a bien plu. Oui, tout à fait, j'ai apprécié cette sorte de Hunger Games version fantasy, d'autant plus que ce sont des femmes qui se battent pour obtenir la main de Nox.
De lire que le tournoi était ouvert à tous les genres était assez sympa. Même si le roman ne se revendique pas ouvertement queer, il est rafraîchissant de voir que la question du genre de l'époux de Knox n'en est juste pas une, et que c'est tout naturel dans le récit. La fin du livre est plutôt classique, mais compréhensible du fait que c'est un one-shot, avec notamment l'arrivée d'un dragon, qui fait office de Deus Ex Machina. Dans l'épilogue, il y a une petite coquille concernant la durée qui s'est écoulée depuis le dénouement, mais pour autant ça n'a pas entaché ma lecture. Bien que classique dans son déroulement, le livre est qualitatif et cohérent. J'ai passé une journée sur cette lecture et j'ai passé un bon moment avec. Nous sommes en janvier 2025, Trump va être investi président, la Palestine n'est toujours pas libre, la France est ingouvernable avec un parlement éclaté, comme au Canada où Justin Trudeau a démissionné. Ah bah non, alors pas comme au Canada alors. Bref, 2025 commence si bien que j'ai voulu moi aussi commencer l'année sur une note très optimiste en regardant les épisodes que je n'avais pas encore vus de Black Mirror. Je vous jure, je vais raccrocher les wagons et on va parler bouquin dans un instant. Black Mirror, c'est donc cette série d'anthologies produite et diffusée par Netflix où chaque épisode explore un futur plus ou moins lointain, plus ou moins pessimiste, et généralement pessimiste, livrant une critique de notre société, souvent sans concession. Un parallèle donc avec ta dernière lecture. Mais totalement, promis, on y arrive. Pour cette première chronique de novella, j'avais justement envie de vous parler de Sweet Harmony de Claire North, paru dans la collection Une heure lumière, qui est la collection de novella des éditions du Bélial. Sweet Harmony est une dystopie glaçante digne des meilleurs épisodes de Black Mirror. Dans un futur plus ou moins proche où tout s'achète, les nanotechnologies ont révolutionné notre société et la santé. Harmony se réveille un matin avec un bouton. 3 fois rien. Sauf qu'elle a normalement une extension pour éviter ce genre de désagrément. Tout comme une extension pour réguler son odeur corporelle, la brillance de ses cheveux ou l'empêcher de développer un cancer. Mais que se passe-t-il lorsque l'on perd son emploi, lorsqu'on est en cessation de paiement ou à découvert ? Sweet Harmony est une critique cinglante de la société de consommation et d'image dans un futur pas si lointain. Une fable sur la cupidité et la vanité humaine qui n'épargne absolument personne. On y rafle joyeusement la société du paraître, la logique de profit dans la santé, les relations toxiques et les dynamiques au sein du couple, la charge mentale portée par les femmes, liée à l'apparence, et les pressions de la société sur ce à quoi nous devons ressembler. Un récit de la descente aux enfers pour Harmony, qui va petit à petit perdre pied dans une société matérialiste et consumériste qui n'est pas très loin de la nôtre. On notera qu'au-delà du fond, Sweet Harmony brille aussi sur la forme, proposant des allers-retours entre passé et présent, et le format de la novella est parfaitement adapté au récit. Assez long pour qu'on s'attache au personnage, suffisamment court pour en être vraiment percutant. Alors, bien sûr, Sweet Harmony enchantera les amateurs et les amatrices de dystopies cinglantes, de SF finalement assez light à la Black Mirror, ou si vous cherchez une excellente lecture rapide avec un vrai propos sociétal. Et si vous êtes plutôt fantasy, c'est vraiment une de ces lectures qui vous permettent de glisser vers la SF, et qui ne vous demanderont pas un master en physique des particules. À coup sûr, je me laisserai tenter au cours de l'année par des novellas SF. J'ai hâte d'avoir tes conseils, Kellen, sur ce format. Avec grand plaisir. Si vous aussi vous cherchez à diversifier vos lectures et à découvrir en 2025 des formats plus courts, à dévorer le temps d'un trajet en train ou entre 2 grosses sagas, vraiment pensez aux novellas. Je vous donnerai rendez-vous toute l'année avec des chroniques de novellas en français ou en anglais. Et si les novellas sont plus courantes côté SF que côté fantasy, il y en a quand même de plus en plus et même traduites. On abordera peut-être d'ailleurs à notre prochaine rubrique les différentes maisons d'édition et leurs collections dédiées qui nous proposent de la novella. Elles sont de plus en plus nombreuses à mon grand plaisir et avec des lignes éditoriales très différentes. On se donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles chroniques de novella. Une lecture commune, un livre en auto-édition et une novella. On commence bien l'année 2025, qui devrait s'annoncer être riche en découvertes et surprises, et nous avons hâte de vous les faire découvrir. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de 2025. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet les-remarques.fr. Le podcast est accessible depuis notre site et depuis toutes les plateformes de podcast.